Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 13 mai. Pire qu'un cyclone, selon les habitants de l'île, la Réunion a une nouvelle fois eu peur. La nuit dernière, une vague géante atteignant 7 mètres de haut a déferlé sur les côtes de l'île. 2 pêcheurs sont toujours portés disparus. Quelle équipe pour gouverner la France? Après 3 jours de consultations, d'entretiens téléphoniques, Nicolas Sarkozy a-t-il sa liste? Qui sont les hommes et les femmes concernés? Réponse dans ce journal. 5 ans après la disparition d'Ingrid Betancourt, sa famille et ses proches entretiennent toujours l'espoir. Des photos de ses enfants ont été lancées au-dessus de la jungle colombienne. Dans son premier discours de président élu, Nicolas Sarkozy avait évoqué l'otage française, sa fille Mélanie, et ce soir notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. C'est un dicton populaire qui appartient désormais au passé. Les seins de glace ont disparu. Fini les 3 jours de gel du mois de mai. Nous découvrirons les conséquences de ces changements climatiques. Enfin, mercredi s'ouvre le Festival de Cannes pour son 60e anniversaire. Retour à la fin de ce journal sur ces stars, ces scandales et ces chefs-d'œuvre du cinéma qui ont marqué toutes ces années. Une vraie frayeur, un choc. Les témoignages des hommes et des femmes qui ont vu cette vague arriver confirment tous que les rivages de la Réunion ont vécu hier soir un phénomène exceptionnel. Une vague impressionnante de 7 mètres de haut a déferlé sur les côtes sud et ouest de l'île. 2 pêcheurs sont toujours portés disparus. Yasmina Farber. Comme des répliques lors de secousses sismiques, d'impressionnantes vagues continuaient de s'abattre sur le littoral de la Réunion. Tout a commencé en fin de journée. À Saint-Pierre, une houle géante entre 5 et 11 mètres par endroit frappe le port. Un bateau de pêche est cassé en 2. Les familles viennent aux nouvelles, mais les 2 plaisanciers, 2 frères, sont portés disparus. Toute la nuit, 3 pompiers partis à leur secours sont en perdition. Ils seront récupérés sains et saufs à l'aube. La panique, mais pas de victimes sur les sites de vacances. La vague est arrivée jusqu'à la salle de ce restaurant. L'eau a emporté plusieurs tables. Cette première partie est tombée avec les gens dedans, c'était plein. Bon, les gens ont fui, bon, personne n'a réglé les notes, tout le monde est parti en courant. Et là, je viens de rejeter un coup d'œil, ça s'aggrave, d'heure en heure, ça s'aggrave. Du sud à l'ouest de l'île, les dégâts sont considérables. Dans les ports, les embarcations s'envolent. Des restaurants de bord de mer s'écroulent et les maisons particulières encaissent ce coup de mer qui a pris tout le monde de court. Quand on est sorti sur la terrasse, j'ai pris une torche, c'était la catastrophe, on ne pouvait pas ouvrir les portes. En septembre dernier, un témoin avait filmé une vague du même type. Un mur d'eau haut comme 3 étages, c'est une houle australe. Des vents violents à proximité des îles Kerguelen ont généré ces vagues. Elles se sont déplacées pour terminer leur course sur les côtes sud et ouest de la Réunion. Et ce n'est pas fini. Une nouvelle houle va arriver avec des valeurs moyennes de l'ordre de 4 à 5 mètres et des vagues pouvant atteindre 10 mètres. À peine sortie de la saison des cyclones, la Réunion se prépare à cette 2e vague géante prévue lundi. La préfecture recommande la plus grande prudence et interdit la circulation sur le front de mer. Attention aux orages ce soir, Météo France a publié un bulletin d'alerte orange sur l'est du pays, les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Marne, mais également sur le centre, le Puy-de-Dôme et le Cantal. L'Île-de-France a été la première victime de ces coups de vent très violents accompagnés de fortes pluies. On a enregistré cet après-midi des pointes à plus de 100 km/h. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir après des chutes d'arbres. 2 femmes ont d'ailleurs été grièvement blessées dans les Yvelines. Jérôme Soulard, Hugues Bouchard et Alexis Delcourt. 14h30 à Paris, un ciel noir menaçant. 110 km/h de vent tout de même, un mini déluge sur la capitale. 40 secondes de violentes averses et d'orages renversants. C'était prévu, monsieur. Météo France avait prévu. Météo France avait certes prévu un risque d'orage, mais certainement pas si fort et pas dans le sud-ouest où un accident d'ULM a fait 2 victimes. En Gironde, lors d'un baptême aérien, l'engin a été pris par une violente rafale de vent. Un moniteur de 54 ans est mort sur le coup, ainsi qu'une femme de 26 ans. À Mantes-la-Jolie, 2 femmes qui se promenaient dans un parc ont été touchées par une chute d'arbres. Elles sont gravement blessées. En Île-de-France, les pompiers ont procédé à des centaines d'interventions, comme ici, place d'Auteuil à Paris, où de grosses branches d'arbres sont tombées sur un bus. Les dégâts sont importants, les passagers ont eu très peur.
Au bout de 5-6 secondes, c'était infernal. Mais alors, des grandes branches, des troncs qui nous tombaient dessus, sur les vitres qui se cassaient, des gosses à l'intérieur, et ça criait de partout. Le bilan est finalement miraculeux. Une grosse émotion pour les passagers et seulement 4 blessés légers. On n'a peut-être jamais vu une telle mobilisation en Angleterre pour la disparition d'un enfant. Depuis 9 jours maintenant, la petite Maddy a disparu au Portugal. Elle était dans sa chambre alors que ses parents étaient en train de dîner à quelques mètres de là. À Londres, plusieurs hommes d'affaires se sont réunis pour proposer plus de 2 millions d'euros pour toute information permettant de la retrouver. Jérôme Soulard. Visage d'ange et grands yeux clairs. Ce week-end, Maddy aurait dû fêter ses 4 ans en famille. Les portraits de la petite Anglaise passent en boucle sur les télévisions portugaises et anglaises. Elle a disparu depuis 9 jours maintenant, sans doute enlevée dans cette résidence hôtelière du sud Portugal. Les parents de la petite Maddy, ici à l'image, veulent garder espoir. Hier, c'était l'anniversaire de leur petite fille. Nous voudrions marquer cette date et vous demander de redoubler d'efforts pour retrouver Madeleine. Nous le savons, les moyens déployés sont importants. Votre appui nous aide et nous permet de garder espoir dans cette épreuve. En ce jour d'anniversaire, continuez à nous aider, continuez à prier pour que Madeleine revienne à la maison. Les polices anglaises et portugaises collaborent. Elles travailleraient sur la piste d'un réseau pédophile anglais. Au Portugal, des centaines de rubans jaunes, la couleur de l'espoir orne la petite cité balnéaire. Toute la population s'est mobilisée. On veut juste montrer qu'il y a encore de l'espoir, souhaitant que Maddy rentre vite à la maison saine et sauve. En Angleterre, des généreux donateurs promettent 2 millions d'euros de récompense pour toute information qui permettrait de retrouver la petite Maddy. Une affaire hors du commun maintenant avec un bébé proposé à la vente dans les allées d'une galerie marchande. La scène s'est déroulée hier à côté d'Angoulême. 4 jeunes Roumains abordaient des clients pour leur vendre un nourrisson âgé de seulement 2 mois. Heureusement, une femme à laquelle on proposait le bébé a prévenu les gendarmes. Les 4 Roumains, dont la mère présumée âgée de seulement 15 ans, ont été mis en garde à vue. Ingrid Betancourt est toujours aux mains des FARC en Colombie, et cela depuis plus de 5 ans maintenant. Et son mari a voulu une nouvelle fois lui envoyer un signe. Ce dimanche est là-bas la fête des mères. Et bien en guise de cadeau, il a lancé depuis un avion des tracts portant la photo de ses enfants. Dans un instant, nous recevrons la fille d'Ingrid Betancourt, Mélanie. Mais tout d'abord, retour sur ce geste symbolique. Dorothée Oliéric, Mathias Second. C'est ici même qu'Ingrid Betancourt a été enlevée il y a 5 ans et des poussières. Depuis, elle n'a été localisée dans la jungle qu'une seule fois, brièvement par l'armée. Hier, pour la fête des mères, Juan Carlos Lecomte, l'époux d'Ingrid, a survolé lui aussi la jungle. Il a jeté une fois encore quelques 15 000 photos des enfants que sa femme a eus lors d'un premier mariage, avec l'espoir que la maman prisonnière puisse voir Mélanie et Lorenzo qui grandissent à Paris sans elle. Quand je survole une zone où je pense qu'Ingrid peut se trouver, je jette plus de photos. Et je me dis que bien sûr, ça ne va pas lui tomber dans les mains directement, mais qu'un guerriero ou un proche des FARC peut trouver cette photo et aller la donner à l'un des geôliers d'Ingrid. C'est la 3e fois que Juan Carlos largue des photos par milliers. Les enfants d'Ingrid ont bien changé. Le mari, lui, a pris quelques rides et quelques cheveux blancs. La photo de mariage a un peu jauni. Les années passent, mais Juan Carlos attend indéfiniment. C'est terrible de ne pas voir grandir ses enfants. Je pense que c'est le pire qui puisse arriver à une mère. Et moi, je ne lui imposerai pas d'autres souffrances. Je l'attendrai même si une fois libre, elle ne veut plus de moi. Mon devoir de mari, c'est de l'attendre. Le président colombien ne cache pas que l'option militaire est plus qu'envisagée pour libérer Ingrid, mais aussi les autres otages. Il y a 2 jours, cependant, il a affirmé qu'il était prêt à relâcher des guerrilleros. Mélanie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de vous poser une question, je voudrais qu'on écoute cette phrase prononcée dimanche dernier, soir d'élection. On écoute. À tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies et par les dictatures, je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. La France sera aux côtés des infirmières libyennes enfermées depuis 8 ans. La France n'abandonnera pas Ingrid Betancourt. La France n'abandonnera pas Ingrid Betancourt. Qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant ces propos? C'était un moment très très fort, vraiment très fort. C'est un grand moment d'espoir pour toute ma famille.
Je pense que Nicolas Sarkozy a vraiment affirmé à quel point il avait une volonté, une détermination très forte pour arriver à la libération de maman. Et il a d'ailleurs fait pendant toute sa campagne où il s'est engagé publiquement. On vous a vu aux côtés de Ségolène Royal, aux côtés de Nicolas Sarkozy. C'était important de mobiliser les candidats à l'élection présidentielle? C'était plus qu'important de les mobiliser parce qu'après 5 ans où les choses n'avançaient pas, on attendait du gouvernement qui allait succéder celui qui est présent de ne pas laisser la compassion prendre les deux. Il faut que l'action soit là, il faut que maman revienne le plus possible. Ça veut dire que vous pensez qu'il n'y avait plus d'action depuis quelque temps? Oui, il n'y avait plus d'action très forte depuis un certain moment. Il manquait vraiment une véritable détermination que je pense qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et voilà, et je pense que la phrase que vous avez rappelée de l'autre soir a été un moment très fort. Et d'ailleurs, le soir même, j'ai aussi eu un contact téléphonique dans l'entourage le plus proche de Nicolas Sarkozy, qui a réaffirmé sa détermination pour la libération de maman. Et je dois le rappeler dans les jours qui viennent pour convenir d'un premier rendez-vous de travail. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Des contacts avec les autorités colombiennes, des initiatives personnelles de la France? Mais je pense qu'à partir d'une première réunion de travail, on pourra voir justement ce qui va être fait. Et je suis sûre qu'on pourra trouver, et bien sûr que Nicolas Sarkozy pourra trouver la juste réponse pour faire face à l'hypocrisie, au double jeu du gouvernement colombien et à l'ignominie des FARC. Parce que la solution, c'est quoi? Un échange, une négociation financière, une action militaire, comme le préconise le gouvernement colombien? La solution, depuis longtemps, on le sait, ça fait des années qu'on sait que la solution est simple. Finalement, il s'agit de quoi? De réussir à mettre autour d'une table de négociation le gouvernement colombien et les FARC pour qu'ils discutent d'un échange entre les otages politiques dans les mains des FARC et les prisonniers FARC. Ce n'est pas très compliqué, ça peut se faire. Et on sait que toute opération militaire, au contraire, ne met qu'en danger la vie des otages. C'est vraiment une condamnation à mort. Vous avez donc toujours espoir aujourd'hui, bien sûr? Oui, aujourd'hui plus que jamais. Merci beaucoup, Mélanie, merci d'être venue sur ce plateau. La page politique, ce soir justement avec une question. Nicolas Sarkozy a-t-il sa liste, son équipe pour le gouvernement? Tout au long du week-end, il a multiplié les consultations, les rendez-vous à la Lanterne, à Versailles, mais également à Paris, rue Saint-Dominique. On y a vu beaucoup de monde. Peut-on ce soir avancer quelques noms? On va le voir tout de suite avec vous, Mickaël Darmon. Bonsoir, vous avez suivi tout cela de très près depuis tout le début du week-end. C'est à vous maintenant de vous avancer un petit peu. Alors écoutez, on va quand même rester prudent parce que vous savez que la formation d'un gouvernement est un épisode à multiples rebondissements et coups de théâtre et tout va encore bouger certainement d'ici la fin de la semaine. Ce que l'on peut dire actuellement, c'est que Alain Juppé sera ministre d'État, donc chargé du développement durable. Il s'occupera également du logement, de l'énergie et du transport. Jean-Louis Borloo pourrait hériter d'un gros ministère appelé stratégie économique à l'entreprise et l'emploi, qui pourrait donc occuper à Bercy. Bercy serait donc coupé en deux. L'autre partie s'appellerait le ministère des Comptes, pourrait échoir à Xavier Bertrand, même si tout n'est pas encore calé. On reparle depuis quelques heures de Brice Hortefeux au ministère de l'Intérieur. Est-ce que on en sait un peu plus sur les personnalités qui pourraient incarner, on va dire, l'ouverture? Alors effectivement, on a vu toutes les consultations avec Anne Lauvergeon, avec Claude Allègre, avec Hubert Védrine, notamment pour les affaires étrangères, ou encore Bernard Kouchner. Toutes ces personnalités n'ont pas encore donné leur réponse définitive, mais ce qui est sûr, c'est que on sait que ces personnes issues de la gauche ne veulent pas aller seules dans un gouvernement Sarkozy, et donc je crois que c'est un petit peu en ce moment l'enjeu des discussions qui continuent. Et Mickaël, les femmes dans ce gouvernement, elles auront leur place? Nicolas Sarkozy a parlé d'un gouvernement paritaire, à 15 ministres pleins paritaires. Donc on parle de Christine Lagarde, Christine Albanel, Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse, Roselyne Bachelot, Michel Alliot-Marie. Il y a beaucoup de candidats, tout va encore se décanter dans la semaine. Toute cette semaine également, c'était l'équipe de l'Elysée qui s'est formée, c'est pratiquement fait. Et je peux vous dire que le Sherpa du président sera Jean-Daniel Lévy, l'actuel ambassadeur de France à Washington. Merci Mickaël. Et Nicolas Sarkozy prendra donc officiellement ses fonctions de chef de l'État mercredi lors de la passation de pouvoir, et l'entourage du nouveau président promet même des nouveautés pour cette cérémonie. L'occasion ce soir de revenir 40 ans en arrière, de revoir les visages et les images de ses précédents passages de témoins. Souvenez-vous ou découvrez tout cela avec Hélène Hugues.
Côte à côte, dans la cour d'honneur de l'Élysée, le premier président de la Ve République et le dernier de la 4e. René Coty cède la place au général de Gaulle. En conséquence, proclame Charles de Gaulle élu président de la République, président de la communauté. Monsieur Gaston Palevski. 1965, le général de Gaulle se succède à lui-même. Cérémonie d'investiture en habit devant ses fidèles. Du général de Gaulle. 1969, Georges Pompidou entre à son tour à l'Élysée. Voici l'arrivée de monsieur Georges Pompidou. C'est le président du Sénat, Alain Poher, qui l'accueille. Ironie de la démocratie, c'est l'adversaire centriste qu'il vient de battre au second tour. Première marche, monsieur Pompidou. Pas un mot pour lui, Georges Pompidou préfère rendre hommage à son prédécesseur. De l'ordre national de la Légion d'honneur. Tout au long de ces 10 années, le général de Gaulle a, ici, représenté la France avec un éclat et une autorité sans précédent. Son exemple, mon devoir, m'est tracé par son exemple. Quant au général de Gaulle, changement de style. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing se rend à l'Élysée à pied, bien décidé à bousculer le protocole. Je comprends pourquoi M. Giscard d'Estaing est en avance. Est-ce que... Ah si, il tourne. Je me demandais s'il allait tourner ou s'il allait continuer. Ni cortège officiel, ni redingote, en simple costume, le nouveau président traverse la cour d'honneur, sourire aux lèvres. C'est encore Alain Poher qui l'accueille après le décès de Georges Pompidou. Décontraction même pendant la cérémonie d'investiture, Valéry Giscard d'Estaing veut incarner le changement. De ce jour date une ère nouvelle de la politique française. 7 ans plus tard, pour la première fois, la gauche prend le pouvoir. François Mitterrand, vainqueur le 10 mai 81, vient s'installer à la place du vaincu. Sur le perron, l'accueil est bref. 45 minutes de tête-à-tête entre les deux hommes pour transmettre notamment le fameux code secret de la force nucléaire. Puis Valéry Giscard d'Estaing quitte l'Élysée comme il y était entré, à pied, mais cette fois sous les huées. Pendant ce temps, dans la salle des fêtes, l'instant est solennel. Le nouveau chef de l'État lance un message d'apaisement. C'est convaincre qui m'importe et non vaincre. Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. 1995, François Mitterrand malade quitte l'Élysée après 14 ans de pouvoir. C'est Jacques Chirac, son adversaire de 1988, qui lui succède. Cette fois, l'accueil est aimable. L'entretien entre les deux hommes dure 1 heure. Prévenant, le nouveau locataire de l'Élysée raccompagne celui qui le quitte jusqu'en bas des marches. Quelques mots encore, avant une longue poignée de main chaleureuse. Une semaine plus tôt, François Mitterrand avait invité le président élu, mais non encore investi, aux cérémonies du 8 mai. Geste républicain, reproduit par Jacques Chirac. Jeudi, il a invité Nicolas Sarkozy à commémorer à ses côtés l'abolition de l'esclavage. À l'étranger, le pape termine sa visite au Brésil. 200 000 pèlerins sont venus assister à la messe célébrée par Benoît XVI aujourd'hui. Une messe qui donnait également le coup d'envoi à la conférence des évêques latino-américains. Gérard Grisbeck, Karine Guillaume. C'est devant la plus grande basilique du monde après Saint-Pierre de Rome que le pape a célébré la messe. 200 000 personnes se pressaient au sanctuaire d'Aparecida, là où se trouve la sainte patronne du Brésil. Cette petite statue de la Vierge, découverte par des pêcheurs au XVIIIe siècle. À l'image de Lourdes en France, des millions de fidèles se rendent ici chaque année. Le pape a donné sa bénédiction à des pèlerins venus de tous les continents. Auparavant, il avait affirmé que l'Église n'est pas une idéologie politique, pas un mouvement social, pas un système économique. Puissiez-vous édifier avec tous une société toujours plus solidaire et plus fraternelle, avec le souci de faire découvrir aux jeunes la grandeur des valeurs familiales. Des paroles bien appréciées par les fidèles.
Aujourd'hui, les jeunes banalisent trop le sexe, alors que c'est important la chasteté avant le mariage. Il était temps que le pape vienne ici, pour que les catholiques reprennent le dessus face aux autres religions. Le pape quitte le Brésil après 4 jours pendant lesquels il a martelé le même message, le caractère sacré de la famille et la condamnation du divorce, de l'avortement et de l'union libre. Retour en France avec l'élection du nouveau président du CRIF, Richard Prasquier, un cardiologue de 62 ans, a été élu aujourd'hui à la tête du Conseil représentatif des institutions juives de France. Il succède donc à Roger Kuckerman. L'environnement maintenant, faire pousser des plantes sur le toit des immeubles, c'est esthétique mais surtout écologique. L'idée n'est pas nouvelle et rencontre même un grand succès en Allemagne ou aux États-Unis. La France, elle, est à la traîne. Pourtant, ces toits végétaux ont une réelle fonction. Antoine Gaveau, Frédéric Bazille. Un coin de verdure au milieu des bureaux et même jusque sur leur toit. À la mairie de Saint-Maurice, la terrasse est végétalisée. Oubliez le vieux bitume, l'avenir du bâtiment appartient aux plantes et aux herbes, bien plus avantageuses. C'est des systèmes qui peuvent absorber le bruit, donc intéressants au niveau acoustique, qui protègent thermiquement le bâtiment. On a aussi un gros avantage en cas d'orage au niveau de la rétention d'eau. Donc c'est ces différents éléments qui sont aujourd'hui un progrès un peu pour nos bâtiments. Sur la toiture, une isolation spéciale, un filtre pour l'eau et le substrat sur lequel poussent les plantes. Pas d'entretien, pas d'arrosage et une bonne action pour l'environnement. Les végétaux permettent de lutter contre l'effet de serre, quitte à payer un peu plus cher. Nous n'avons pas hésité à les financer parce que ça a une retombée extrêmement importante sur l'environnement et le cadre de vie des Mauriciens. Et les particuliers s'y mettent aussi. Nous sommes à Paris, en plein 20e arrondissement. Cette future propriétaire se fait construire une maison haute qualité environnementale. Pour une famille avec 2 enfants. Le toit sera donc végétalisé. Son prix, 10 000 €, dont 50% pris en charge par une subvention de la région. Objectif, faire des économies d'énergie, mais pas seulement. Ce qu'il y avait ici avant, quand on construise, c'est quand même un jardin. Vous voyez? Donc c'est une façon de restituer le jardin, en partie. Un jour peut-être, tout le monde aura la même démarche. Imaginons un instant Paris végétalisé, ce serait quand même plus joli. On les appelle les saints de glace ou les saints de glace selon ce dicton populaire. Pendant 3 jours, généralement les 11, 12 et 13 mai, il y a encore quelques gelées la nuit. Seulement voilà, cette année, point de gel à l'horizon. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il s'agit là plutôt d'une mauvaise nouvelle pour les cultures. Cela mérite des explications. Valérie Fourniou et Bernie Merriot. Il a foutu le camp, le temps du lilas, le temps de la rose offerte, le temps des serments d'amour, le temps des... Il est foutu le dicton, après les saints de glace, plus de gelée. Le lilas cette année a fleuri avec 3 semaines d'avance et les roses, si chères à Barbara, sont écloses dès la première semaine de janvier. Attentifs à leur massif, les maîtres jardiniers observent, étonnés, ce phénomène climatique. On met des oliviers à Lille maintenant. Bon, c'est vrai que quand j'étais jeune jardinier, on m'aurait dit que les oliviers allaient pousser à Lille, je vous jure que j'aurais bien rigolé. Eh ben non, les copains de Lille ont des oliviers en plein air. Et actuellement, je reconnais que les saints de glace, ils ont disparu du calendrier, mais ils ont aussi disparu des jardins. J'en ai profité du temps du lilas, du temps de la rose. Toujours selon le dicton, au sein de glace, rentreront les fleurs du balcon. Que nenni. Les géraniums n'ont pas chômé. Certaines plantes, activées par la douceur du temps, sont restées en bourgeon presque tout l'hiver, alors qu'elles devaient se reposer. Sous nos climats, la période de repos, c'est l'hiver, c'est-à-dire on descend à -5, -10, les plantes, d'abord les insectes meurent, les plantes se reposent, et puis le printemps arrive et les bourgeons démarrent. Actuellement, on ne peut pas dire que les plantes ont eu du repos. D'autant plus que les insectes les ont sollicités sans répit, eux qui devaient être emportés par le froid, le gel. Alors aujourd'hui, les fleurs, même dans l'assiette, on en trouve toute l'année. Et à défaut de saints pour veiller sur elles, c'est le sucre glace qui les embellit et souligne leur beauté. Courir pour protéger son cœur. Ce week-end, la Fédération française de cardiologie avait invité quelques 100 000 personnes à chausser leurs baskets pour participer à ces parcours du cœur dans toute la France, comme ici, au Champ de Mars, à Paris. L'occasion de sensibiliser petits et grands à l'utilité de faire du sport pour prévenir les maladies cardiaques. 165 000 personnes meurent en France chaque année de maladies cardiovasculaires et souvent dues à une mauvaise hygiène de vie. Eux aussi ont couru aujourd'hui, ils étaient 10 000 sur le viaduc de Millau, une image qui rappelle celle du marathon de New York. Florence Griffon, Cyril Paquier. Des petites fourmis
à l'assaut d'un géant. Ils sont 10 500 ce matin à tenter l'ascension du plus haut viaduc du monde. Entre ciel et terre, des amateurs mais aussi des connaisseurs. J'ai fait le marathon de New York, c'est grandiose. Millau n'a rien envié à New York. Si New York est une classique, Millau est une première. Une course aller-retour de 23 km au total. Les premiers ont filé, presque tous les autres ont flashé. C'est géant. À Paris, on a la Tour Eiffel, mais je crois que ça c'est mieux. On a une perspective quand on arrive, là, elle est magnifique. On dirait la voilure d'un bateau, c'est de toute beauté. À 300 mètres au-dessus du sol, mieux vaut bien respirer et surtout s'accrocher. Ça fait drôle, hein, mais bon, plus le vent et tout, ça fait un petit peu drôle. Alors monsieur, c'est comment cette course? Oh, c'est dur, hein. Ouh là 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 là. Pour la petite histoire, ce sont 2 Kenyans qui sont arrivés premiers à Millau. Tous les autres ont eu droit à leur victoire personnelle. On l'a fait! Et on vient de Moselle pour ça! De la Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne, belle victoire de Ferrari au volant le Brésilien Felipe Massa. Tout ça s'est déroulé sous les yeux de son ancien coéquipier, Michael Schumacher, revenu pour la première fois sur un Grand Prix. Il était venu certainement admirer également le prodige britannique Lewis Hamilton, deuxième aujourd'hui sur McLaren et qui est devenu à 22 ans le plus jeune leader du championnat du monde de Formule 1. Et tout cela également sous les yeux de son père qui est en larmes. Football maintenant avec la joie de toute une ville, Sochaux, 4500 habitants, qui a remporté hier soir une très belle victoire en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Et cela jusqu'au bout du suspense. Les salariés de Peugeot peuvent être fiers de leur équipe. Reportage Florent Gautreau, Laurent Jaoui. Pas facile d'atterrir quand on a la tête dans les étoiles. Les joueurs sochaliens n'en finissent plus de fêter cette Coupe de France que toute une région attend depuis 70 ans. C'est fabuleux pour la région. Vous voyez, tout le pays de Montbéliard accueille les joueurs du FC Sochaux. On est super heureux. Un peu de baume au cœur aussi pour tous les ouvriers de Peugeot, le partenaire historique du club. Car le site de Sochaux pourrait être touché par des suppressions de postes. Mais ce soir, place à la fête pour des supporters qui commençaient à s'impatienter. Ça fait 50 ans que je vais au stade. La Coupe de France, j'ai attendu 50 ans. Ben là, on savoure, hein. C'est exceptionnel. 23h35 hier soir, Richert arrête la frappe de Zubar. Sochaux 2 fois mené au score terrasse l'OM, pourtant favori avant le match. Et il y a quelques minutes, le bus a eu toutes les peines du monde à parcourir les quelques kilomètres qui séparent l'aérodrome du Stade Bonal, où 6000 personnes attendaient les vainqueurs. C'est super important et puis c'est magnifique pour un joueur de vivre finale de Coupe de France et puis de l'emporter comme ça. Vainqueur le même jour de la Coupe Gambardella réservée aux moins de 18 ans et de la Coupe de France, Sochaux montre l'exemple. Un club formateur peut avoir de l'ambition car une autre coupe attend désormais les Sochaliens l'an prochain, la Coupe d'Europe. Dans quelques jours, la Planète Cinéma déménage à Cannes pour son célèbre festival. Coup d'envoi mercredi de cette 60e édition. Mais avant cela, en coulisses, on se prépare. Olivier Théron, Raymond Chaplard. À 3 jours de l'ouverture de cette 60e édition, les marches n'ont pas encore revêtu leur fameux costume rouge. Les stars ne sont que sur l'affiche, mais les curieux, eux, sont déjà là. Vous voyez ça comme ça? Pardon, nous sommes allemands. Pour l'instant, je vois pas grand-chose, je vous avoue. À l'intérieur du temple du 7e art, on fabrique des écrans, bien sûr. 82,5. Des toiles blanches pour projeter tous ces univers. Le marché du film, c'est 40 salles de projection et autant de projectionnistes comme Eric, 30 ans de festival. Je les survole, disons que je fais les films, je les vois entre guillemets. Mais bon, quand j'ai un coup de cœur, après je vais en salle pour en profiter pleinement. Cette année, tout le monde veut venir à Cannes pour voir et se montrer. Au Palais, il a fallu innover. L'année du 60e festival, eh bien, il y a de l'exception partout, parce que c'est un hommage qui reste au cinéma, avec en particulier derrière moi une salle en montage de 400 places qui est montée spécifiquement pour l'événement, en plus des dizaines de salles et du grand auditorium de 2400 places au Palais. Pour assurer la renommée de l'événement, il y aura 4000 journalistes, des dizaines de télés et des tonnes de matériel. On a environ 35 chaînes de télé étrangères qui vont venir travailler ici, monter, diffuser, faire leur plateau de direct et rendre compte du festival. Les palaces sont réquisitionnés. Il y a 15 fois plus de demandes que de chambres disponibles. Ce sont les écrins des stars du festival. La suite présidentielle de l'hôtel, et vous le verrez, c'est d'ici qu'on a la plus belle vue de Cannes. Dans cette suite du Majestic à 7000 € la nuit, Angelina Jolie et Brad Pitt donneront la touche glamour de cette 60e édition, un mélange entre fureur de vivre et luxe, calme et volupté.
60e édition, donc cette année, l'occasion d'un retour en images sur ces 60 années de scandales, d'imprévus, de chefs-d'œuvre et de légendes. Olivier Lenouza. Elle l'ignore, mais cette jeune femme écrit le premier chapitre de l'une des plus belles histoires du cinéma. 1946, Cannes ne sera plus jamais la même. Dès lors, les stars, les étoiles vont tomber du ciel. On y accourt de partout. Spectateurs, réalisateurs, journalistes, 4500 sont attendus cette année. Un monde imaginaire et réel. Le regard de velours de Sophia Loren. Le regard noir de Maurice Pialat. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Le bal des maudits, des génies. Marco Ferreri, 1973. La grande bouffe est pour certains bien indigeste. C'est un scandale. Un scandale. Ça gagne du pognon, ça. Sur le dos du pauvre. La superbe de Ferreri. La majesté d'Elizabeth Taylor. Une reine, un roi, Charlie Chaplin, décoré sur scène de la Légion d'honneur. Orson Welles et Raquel Welch, Simone Signoret et Yves Montand. À Cannes, les petits poissons succombent à Jeanne Moreau, les requins, eux, profitent de starlets prêtes à tout. Bon, vous pouvez retirer votre poule. Voilà, attendez, là, silencez-vous. Non, je réchauffe, là. Grace Kelly, Tippi Hedren, blonde hitchcockienne. Sans oublier Kim Novak, beauté glacée, incendiaire, à 1000 lieues de l'univers des pin-up. La réussite anatomique de Jane Mansfield n'avait-elle pas de quoi faire tourner les têtes? Et puis Dieu créa Brigitte Bardot, Cannes, 1956. L'image de confondre les belles et le gibier. D'ores et déjà, caméramens et photographes ont réussi à faire tourner la tête de Brigitte Bardot. 11 ans plus tard, 1967, Brigitte Bardot est devenue bébé. Indescriptible. Arrive Brigitte Bardot pour laquelle ce sont des retrouvailles avec le Festival de Cannes. 1968, autre évolution de palais. Truffaut, Godard, la nouvelle vague. Le festival s'arrête. Emporte le festival. On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes des 60 ans de scandale, de coups d'éclat. En 1960, le Vatican met à l'index la Dolce Vita. Pour beaucoup, la palme des palmes d'or. Federico Fellini, Anita Ekberg et Marcello Mastroianni, la Dolce Vita à Cannes a toujours un parfum de soufre. Il s'appelait Paul Poiret et il a révolutionné la mode. Voilà plus d'un siècle. Le Metropolitan Museum de New York rend hommage, le temps d'une exposition, à ce créateur de génie. À l'origine, vous allez le voir, d'idées et de créations très en avance sur leur temps. Martine Laroche-Joubert, Grégory Brault. C'est le sacre du roi de la mode pour les Américains. Ligne fluide et structurée, on imagine le dernier créateur à la mode, erreur de siècle. Le couturier français Paul Poiret, arbitre des élégances des 1900, règne aujourd'hui sur ce prestigieux musée de New York. Son coup de génie, il débarrasse les femmes du corset. Avoir des vêtements qui flottent et qui épousent la forme du corps et qui bougent avec lui, au lieu de porter quelque chose de dur, de raide, c'est très libérateur. Poiret libère le corps des femmes par amour pour la sienne et remporte un triomphe pour ses premiers défilés. Il invente un art de vivre, parfums, papier peint, tapis, des produits dérivés à l'image des créateurs actuels. Mais il incarne aussi son époque, excentrique et flamboyante. Le temps des années folles, des fêtes fastueuses, l'émerveillement des ballets russes, la magie des contes des 1001 nuits, un modèle pour ses héritiers. On a été un des premiers couturiers à mélanger les ethnies, les cultures, l'Asie, l'Afrique, l'Europe bien évidemment, et tout ça, ça montrait une très grande liberté créative et je crois que c'est un exemple pour tous les couturiers aujourd'hui. Alors, ce soir, les jeunes beautés d'Amérique lui rendent hommage pour cette soirée de gala. Une revanche pour Poiret, mort pauvre et oublié en 1944. Même le couturier rebelle, Jean-Paul Gaultier, sait s'en inspirer.
Lui, il a enlevé le corset à la femme, hein, pour la rendre une femme libre. Moi, j'ai remis le corset à la mode à la femme. Mais ça veut dire que si j'ai fait ça, c'est parce qu'il avait fait avant l'inverse. C'est pour ça. C'est par esprit de contradiction. Les robes de Paul Poiret pourraient encore se porter. Roi de la mode, prince de l'orientalisme en son temps, il mérite aujourd'hui le titre de visionnaire. Pour finir, voilà maintenant un record qui intéressera les seniors. Il s'agit d'une Américaine qui vient d'obtenir sa licence d'histoire à l'âge de 95 ans. Elle avait commencé ses études en 1930, mais avait dû les abandonner pour élever ses 4 enfants. Elle s'était ensuite réinscrite à la faculté à l'âge de 76 ans et cette grand-mère a pu partager son bonheur avec sa petite fille qui est également diplômée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Meurtre parfait avec Gwyneth Paltrow et Michael Douglas. À 22h50, c'est Christophe Ondelat et Faites entrer l'accusé. Demain à 13h, Élise Lucet. À 20h, vous retrouvez David Pujadas. Très belle semaine à vous. Au revoir.